Eh bien, c'est maintenant le temps de notre deuxième masterclass, celle d'Étienne Klein. Étienne Klein, vous êtes un scientifique, vous dirigez un laboratoire du commissariat à l'énergie atomique, vous êtes aussi philosophe et un excellent pédagogue, comme le montre le succès de votre émission, la conversation scientifique sur France Culture. Je vous la conseille, je viens d'en écouter plusieurs épisodes. Et un écrivain prolifique. Le premier de vos ouvrages portait sur les paradoxes en physique. Le dernier, ou un des derniers, est titré Matière à contredire. Vous aimez visiblement les paradoxes et les contradictions. Envoyez-vous entre le progrès et l'innovation, les deux thèmes de votre intervention. Personnellement, je crois que ça voulait dire la même chose, mais je crois que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Bon. Merci, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? J'ai une sinusite, donc je n'entends pas ce que je dis. Moi, je suis sourd à moi-même. Je vais quand même essayer de dire des choses cohérentes en faisant remarquer que les discours que j'ai entendus ce matin sont des discours qui portent sur le très long terme. Or, moi, j'ai un problème de très court terme à résoudre. C'est que sur la feuille qui m'a été distribuée, je dois cesser de parler à 11h05 et le débat avec le public commence à 10h55. Donc, je laisse Madame de Langlade résoudre cette difficulté temporelle. Les contradictions, c'est votre rayon, c'est pas... Oui, bah oui. Alors, la question posée, c'est en effet, est-ce que l'innovation ou nos discours sur l'innovation rendent ou non justice à l'idée de progrès? Est-ce que c'est la même chose? Ou est-ce qu'il y a, comme vous l'avez anticipé, des sortes de contradictions qui apparaissent? La première remarque que je voudrais faire, c'est que la situation dans laquelle nous sommes est une situation finalement assez tendue, au sens où nous savons que le passé ne peut pas revenir, c'est d'ailleurs ce qu'il définit, mais nous savons aussi, parce que nous connaissons mieux certaines contraintes qui pèsent sur nous, que l'avenir pourrait n'être ni rose ni radieux. Les scientifiques disent des choses sur le climat qui ont été évoquées, sur les ressources, sur la biodiversité, sur l'énergie, qui sont des contraintes. C'est-à-dire on peut produire toute forme de discours, mais comme le disait Richard Feynman, un grand prix Nobel de physique, la nature ne peut pas être dupée. C'est-à-dire que si on produit des discours qui violent les lois physiques, eh bien les discours n'auront pas d'effet sur le réel, sauf que peut-être ils permettront de faire des choses qui ne donneront pas les résultats attendus. J'ai présidé le jury qui a sélectionné et qui va primer des étudiants qui ont écrit des textes à propos de l'avenir, et j'ai été ravi de voir qu'il y avait une capacité projective et imaginative chez les jeunes tout à fait encourageante, parce que lorsque nous lisons les journaux, lorsque nous regardons la télévision, nous avons plutôt le sentiment que le futur s'est absenté, comme si l'urgence avait partout répudié l'avenir comme promesse. Autrement dit, collectivement, on a l'impression que le futur est laissé en jachère intellectuelle ou en déshérence libidinale. Or, le futur, c'est comme la nature, il a horreur du vide. Et donc, s'il n'est pas investi intellectuellement, s'il n'est pas investi par des projets, alors il est envahi par toutes sortes de hantises, comme s'il était victime de notre vacuité projective. Alors maintenant, la question posée. Avec un collègue de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue, on a regardé, grâce à un logiciel, la fréquence de l'usage du mot progrès dans les discours publics. Le mot progrès, c'est un mot important qui a structuré la modernité et qu'on a écrit pendant plus de 4 siècles, ou 3 siècles, disons, avec une majuscule. Et donc c'est un mot qui a été structurant de l'action collective pendant très longtemps. Et ce qu'on a observé, qui est très spectaculaire, c'est que le mot progrès commence à décliner dans sa fréquence d'usage à la fin du XXe siècle et disparaît brutalement au début du XXIe. Pour le dire de façon caricaturale, pendant la campagne présidentielle de 2007, tous les candidats, quel que soit leur bord politique, ont utilisé dans leur discours le mot progrès, évidemment à des rythmes différents, dans des contextes différents, mais chacun le revendiquait. En 2012, plus aucun. Et donc ça pose la question, comment ce mot si important a-t-il pu disparaître des discours publics? Il a été remplacé par le mot innovation.
quand j'étais étudiant, comme les étudiants qui sont ici, le mot innovation n'était jamais utilisé. J'étais à l'école centrale, j'ai questionné des camarades de promotion et ils m'ont confirmé qu'en effet, à cette époque, les professeurs n'utilisaient jamais le mot innovation. Ils parlaient d'invention, ils parlaient de découverte, d'application, de brevets, de recherche appliquée, etc., mais jamais d'innovation. Ce mot commence à apparaître dans les discours publics à la fin du XXe siècle, et aujourd'hui, il a remplacé, avec un rythme effréné, le mot progrès. Alors on pourrait se dire, mais c'est pas grave, c'est simplement des mots synonymes. On a permuté deux mots et les discours produits sont équivalents. Alors on pourrait objecter à ce réflexe qu'il peut y avoir des innovations sans invention. Il peut y avoir des innovations qui ne soient pas des progrès. Il peut y avoir des progrès qui ne réclament pas d'innovation. Donc l'idée que ces deux mots sont synonymes pourrait se discuter. Mais ce qui m'a intéressé, et c'est ce qui va faire l'objet de ce petit propos, c'est la rhétorique dans laquelle on insère l'innovation, le mot innovation, et la comparer avec la rhétorique dans laquelle on insérait l'idée de progrès. Alors, sur le progrès, il y a beaucoup de choses à dire évidemment, mais en gros, l'idée de progrès, si on en croit l'analyse qu'on avait fait Kant, c'est une idée qui est doublement consolante et sacrificielle. Elle est doublement consolante, pourquoi? C'est parce que l'idée de progrès, elle nous permet d'envisager un futur différent du présent et meilleur que le présent. Elle est aussi consolante, dit Kant, parce qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle impose. Le progrès n'est pas automatique, il faut travailler pour le faire advenir. Il n'est pas automatique et donc il faut se sacrifier. Et l'idée de progrès nous console par le fait qu'elle donne un sens au sacrifice qu'elle nous impose. Au passage, avec l'idée de progrès, d'emblée, dès qu'on l'énonce, met la société en crise. L'idée de progrès invite la société à se comparer à une autre société qu'elle pourrait devenir, mais qu'elle n'est pas encore. Donc la société se trouve mise en déséquilibre et incitée à évoluer vers une pente qui n'est pas sa pente naturelle. En résumé, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose une philosophie de l'histoire, et ce qui suppose que le futur dont on parle ait été configuré à l'avance d'une façon crédible et attractive. Crédible parce que le progrès, ce n'est pas l'utopie. Il faut pouvoir tracer un chemin entre la situation où nous sommes et la situation où nous voulons aller, et il faut que ce chemin soit accessible. Donc le projet doit être crédible, et il doit être attractif pour que nous fassions l'effort d'emprunter ce chemin. Bon. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Quand on nous donne une image du futur qui est crédible, en général, elle n'est pas attractive. Et quand elle est attractive, en général, elle n'est pas crédible. D'accord ? C'est pour ça que nous avons du mal à réinsérer l'idée de progrès dans un projet, disons, historique. Bon. Maintenant, l'innovation. Quelle est la rhétorique de l'innovation? Avec un collègue du CEA qui est philosophe, qui s'appelle Vincent Bontemps, on s'est amusé à faire une recherche sur l'histoire du mot innovation. Donc c'est un mot qui en effet a disparu au XXe siècle, dans la deuxième moitié, puis a réapparu, mais en fait c'est un mot très ancien. Par exemple, au XIVe siècle, le mot innovatio, en latin, bas latin, c'était un mot du vocabulaire juridique. Une innovatio, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un avenant à un contrat. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut modifier dans un contrat pour que le contrat demeure valide. Pour le dire, et vous voyez où je veux en arriver, l'innovation, en l'occurrence, c'est ce qu'il faut faire pour que rien ne change. Ensuite, ça a été repris par Machiavel dans le champ de la politique, dans le pacte technique. Il dit, le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover. Surtout pas. Sauf quand son pouvoir est menacé.
Là encore, il y a l'idée que l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour que rien ne change. Et enfin, et c'est là que se trouve la clé de mon argumentation, en 1625, un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon publie un livre qui s'intitule Essais et conseils civils et moraux. 1625, c'est bien avant le siècle des Lumières. Francis Bacon, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui auquel Emmanuel Kant va dédier la critique de la raison pure, parce que Bacon a inventé justement le mot progrès. Le mot progrès, c'est un très vieux mot, mais qui autrefois désignait plutôt une progression dans l'espace. On dit les armées progressent. Mais l'idée de Bacon, c'est que l'idée de progrès pourrait aussi s'appliquer au temps. On pourrait progresser dans le temps et pas simplement dans l'espace. Une sorte d'argument pré-relativiste. Bon. Que dit Bacon dans ce livre qui contient un chapitre qui s'intitule L'innovation? Et il parle de l'innovation technique. Ce qu'explique Bacon, c'est que le temps qui passe est corrupteur. Le temps qui passe abîme les choses, il dégrade les situations. Les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues. Quel sera le bilan final? Le mal l'emportera. Sauf si on innove. Et donc l'innovation, pour Bacon, c'est ce qu'il faut faire pour que le monde ne se défasse pas. C'est ce qu'il faut faire pour que le monde se maintienne. Et moi, je donne à lire ce texte à mes étudiants, sans leur préciser qui l'a écrit, ni quand il a été écrit. Le texte est traduit chez Vrin en français, traduction moderne, et mes étudiants pensent que cet auteur, qu'ils ne connaissent pas, est un auteur contemporain. Parce qu'en fait, nous parlons, nous, aujourd'hui, exactement comme Bacon. C'est-à-dire, nous considérons que c'est l'état critique du présent qui doit être le moteur de nos actions, et non pas une certaine idée du futur que nous voudrions rejoindre. Autrement dit, nous aussi, nous argumentons sur l'innovation à partir de l'idée que le temps est corrupteur. Or, l'idée de progrès, c'est tout le contraire. L'idée de progrès, c'est que le temps est constructeur. Le temps est complice de notre liberté, et en travaillant, on pourra faire advenir ce futur configuré à l'avance, crédible et attractif que nous avons désiré. Alors, parce que là je parle en l'air, mais je vais citer les premières lignes du rapport de la Commission européenne, publié en 2010, pour promouvoir l'idée que l'Europe doit devenir l'union de l'innovation, en remplacement du traité de Lisbonne, qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. Bizarre ça d'ailleurs. On est passé de société de la connaissance à union de l'innovation. Et comme on veut voir très loin, on se donne comme horizon 2020. 2020. C'est ça l'horizon, 2020. Ok ? Je lis les premières lignes. La compétitivité, l'emploi et le niveau de vie du continent européen dépendent essentiellement de sa capacité à promouvoir l'innovation, qui est également le meilleur moyen dont nous disposions pour résoudre les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés et qui chaque jour se posent de manière plus aiguë, qu'il s'agisse du changement climatique, de la pénurie d'énergie, de la raréfaction des ressources, de la santé ou du vieillissement de la population. On dirait que c'est copié sur Bacon. C'est la même rhétorique que Bacon. Le temps est corrupteur. L'innovation va empêcher que la corruption se déroule trop rapidement. Autrement dit, l'innovation, vis-à-vis de laquelle je n'ai qu'un avis favorable, est elle-même victime d'une rhétorique mortifère, d'une rhétorique qui ne rend pas justice à l'idée de progrès, puisqu'elle s'appuie sur l'idée que si nous n'innovons pas, nous mourrons. Ce qui est quand même pas très excitant. Alors, je sais bien que les philosophes des Lumières étaient quand même d'une grande naïveté quand ils ont théorisé l'idée de progrès, en imaginant, je prends l'exemple de Condorcet par exemple, ou de d'Alembert, ou de quelques autres, que
entre les différentes formes de progrès, scientifique, technique, matériel, moral, social, politique, il y avait un embrayage automatique. Un progrès scientifique enclenche mécaniquement un progrès technologique qui engendre un progrès moral, etc., etc. Ou un progrès politique, et la démocratie adviendra à la fin du processus. Lisez par exemple l'article de d'Alembert dans l'encyclopédie, à l'entrée géomètre. Géomètre, c'est l'ancien mot pour dire mathématicien. Et à la fin de cet article assez remarquable, d'Alembert dit « Prenez une nation tyrannique, une nation soumise à ce qu'on appellerait aujourd'hui un dictateur. Dans cette société, formez quelques géomètres, quelques-uns. Conclusion de d'Alembert, quelque temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. » Bon, d'Alembert ne connaît pas la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. Donc, vous voyez, il y a une sorte de naïveté, là, chez les philosophes des Lumières, que la suite de l'histoire a dénoncé. Mais est-ce que c'est parce que cette naïveté nous saute aux yeux que pour autant nous devons abandonner l'idée de progrès? Autrement dit, et là je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, si vous croyez à l'idée de progrès, plutôt que de la liquider, de considérer qu'elle n'a plus de sens, ou de la convertir dans une innovation dont la rhétorique ne lui rend pas justice, pourquoi ne soumettriez-vous pas l'idée de progrès à elle-même? C'est-à-dire, pourquoi n'essayerez-vous pas de travailler à faire progresser l'idée de progrès en tenant compte des leçons que l'histoire nous a apprises? Alors par exemple, si j'ai encore 3 minutes, je pense que pour vous aider à faire ce travail, vous pourriez faire une expérience de pensée consistant à mettre dans une capsule temporelle quelques philosophes des Lumières que je vous laisse choisir. Condorcet, d'Alembert que j'ai cité, vous pouvez mettre Diderot, Voltaire, peut-être un Anglais, Spencer, et quelques autres. Et vous les faites atterrir en 2018, direct. Alors évidemment, vous n'allez pas tout leur montrer d'un seul coup. Ils ne vont rien comprendre, ils vont être paniqués, on va vouloir retourner là-bas, enfin, dans le passé. Première expérience, donc vous allez faire une visite guidée. Première étape, vous les amenez dans une classe de terminale, dans un lycée français par exemple, suivre un cours de mathématiques. Et ils vont être éberlués. D'abord, ils ne vont pas comprendre le cours. Vous mettez Descartes devant un calcul matriciel, il ne sait pas de quoi ça parle. Je ne suis pas en train de dire que les lycéens français sont plus forts en mathématiques que Descartes. Je veux dire simplement que certains d'entre eux savent des choses que Descartes ne pouvait pas savoir, ce qui n'est pas le même discours. Mais ils vont être absolument émerveillés de voir qu'il y a une instruction publique qui s'adresse à tout le monde et qui propose des enseignements de haut niveau par rapport à ceux qu'ils pouvaient connaître à leur époque. Ensuite, vous amenez ces philosophes au CERN à Genève, là où on a découvert le boson de Higgs. Bon, ils vont être quand même assez estomaqués, ils ne vont rien comprendre, mais on va leur expliquer que grâce à cette découverte, on a compris d'où vient la masse des particules élémentaires. Et que ça a changé la façon de comprendre le lien entre matière et masse. C'est extraordinaire. Il y a des découvertes de physique qui conduisent à des remaniements philosophiques. Il y a des associations qu'on faisait avant qu'on ne peut plus faire parce que des découvertes ont montré qu'ils étaient faux. On va être incroyablement heureux, surpris. Ensuite, vous leur expliquez qu'au XIXe siècle, on a découvert une nouvelle interaction fondamentale qui s'appelle l'électromagnétisme, et qu'un siècle plus tard, des ingénieurs habiles ont fabriqué des boîtes parallélépipédiques qu'on peut installer dans les foyers. On appelle ça des téléviseurs, et ça permet d'apporter du son et de l'image dans tous les foyers. Ils vont être émerveillés. Ils vont nous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous avez diffusé tous les cours du Collège de France en direct? Et là, vous les collez sur un canapé un samedi soir devant une chaîne commerciale avec interdiction de quitter le canapé même pendant les publicités. Et là, ils vont se dire, tiens, ça a bugué quelque part. Et enfin, quatrième –
Quatrième expérience, je m'arrêterai là. Vous les faites se promener dans Paris au mois de janvier, sous la pluie. Et ils découvrent qu'il y a des gens qui tombent sur les trottoirs. Là, ils ne vont pas comprendre du tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment. Je suppose que vous avez des questions à poser, notamment les frustrés de la dernière fois. Bonjour. Donc vous disiez que l'idée d'innovation, c'était pour maintenir ce qu'on a, parce qu'on dépérit, enfin voilà. Mais j'avais une objection assez simple. C'est la simple question de l'espérance de vie. On ne peut pas dire que, avant, on mourait beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Et on ne peut pas dire qu'avec l'innovation, tout ça, on a simplement conservé notre situation d'avant. Parce que du coup, on l'a améliorée. Donc, et comment est-ce qu'on peut rentrer cette objection dans ce que vous disiez? Non, mais moi, je ne suis pas du tout partisan des rhétoriques de l'innovation. C'est-à-dire, moi, je crois à l'innovation et au progrès d'une certaine façon. Ce que j'ai critiqué là, c'est la rhétorique dans laquelle on insère l'innovation. C'est le langage que j'ai essayé d'interpréter, et pas du tout l'innovation elle-même. Maintenant, sur le fait qu'il y a une augmentation de l'espérance de vie, c'est vrai, mais elle stagne. Il y a même des endroits où elle décroît, et il n'y a aucune augmentation de la longévité. La longévité, ce n'est pas l'espérance de vie, hein, on est d'accord, c'est l'âge maximal qu'on peut atteindre. Celui-ci, il stagne, il n'a jamais été dépassé. Il y avait des centenaires au Moyen-Âge, il y a des centenaires aujourd'hui. Ce qui a vraiment augmenté, c'est l'espérance de vie, mais si vous lisez les travaux de chercheurs comme Jean-Philippe Toussaint, par exemple, avec son équipe, a montré que dans beaucoup de domaines, on observe la même saturation. Saturation de l'espérance de vie, saturation de la taille moyenne, saturation des records en sport, etc., etc. Donc ce n'est pas du tout garanti que la progression qu'on a connue perdure très longtemps. Oui, bonjour. J'aurais une petite question en fait, de vocabulaire. Aujourd'hui, innovation a son pendant, qui est l'adjectif qualificatif disruptif. Or, si l'innovation, c'est finalement le maintien dans le temps de l'érosion des choses, et que la disruption de disrompere, du coup, c'est l'éclat, faire éclater, briser. Est-ce que finalement cet oxymore d'innovation disruptive veut encore dire quelque chose, et pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Merci pour cette très bonne question. Alors, une partie de l'embarras que j'ai à vous répondre, c'est que dans le document dont j'ai parlé, le document de la Commission européenne, qui fait 50 pages, le mot innovation est cité 307 fois, sans être nulle part défini. Donc c'est un mot totem, c'est un mot qu'on utilise sans dire en quoi il consiste et ce qu'on met derrière. Pour avoir des définitions précises, il faut regarder ce qu'on appelle les manuels d'Oslo. Donc il y a deux versions. La première version disait que l'innovation entendue dans ce sens-là, c'était simplement l'innovation technique. Or, je l'ai dit en préambule, il y a des innovations qui ne réclament aucune invention technique. Par exemple, le Vélib à Paris, quand il marche, c'est une innovation majeure, mais il n'y a pas d'invention. On n'a pas inventé le vélo, ni la carte à puce pour faire le Vélib. Bon. Ensuite, dans la deuxième version du manuel d'Oslo, on prend la définition de Schumpeter, c'est-à-dire l'innovation dans tous les domaines, relations entreprise-client, innovation sociale, etc. Et votre question, elle renvoie à ce que dit Bacon. Parce que Bacon dit il faut innover pas trop vite. Parce que si on innove trop vite, donc le disruptif, alors la population va traiter l'innovation comme une étrangère et va la rejeter. Mais il ne faut pas non plus innover trop lentement, parce que si on innove trop lentement, les dégâts produits par le temps qui passe deviendront irréversibles. Et donc, Bacon conclut, il faut innover au rythme du temps. Il faut innover au rythme du temps, c'est-à-dire être toujours dans une forme de maintien de l'équilibre. Maintenant, le disruptif. Imaginez que demain, un constructeur automobile mette sur le marché des voitures électriques
et possédant des batteries dont l'autonomie est de 3000 km. Oui, 3000 km. C'est ce qu'on appelle du disruptif. Hein. Est-ce que vous pensez que ça va être bon pour l'économie? Est-ce que ça va pas mettre beaucoup de gens en faillite? Vous savez, le plus grand promoteur de l'innovation, c'est Schumpeter. Et Schumpeter, en 1911, dans son grand livre, explique que l'innovation, c'est l'argument théorique qui lui sert de parade à l'argument des marxistes, selon lesquels le capitalisme ne peut produire que des monopoles. Le capitalisme, par essence, produit des monopoles. Et Schumpeter contredit cet argument en disant « Mais non, il y a l'innovation qui peut être destructrice. L'innovation détruit des monopoles et crée des faillites, et c'est ce qu'on lui demande. » Je ne suis pas sûr que ça soit ce que vous demandiez, vous, à l'innovation disruptive. Mais je ne suis pas économiste, hein, je crois que j'ai été clair là-dessus. Lors d'une intervention précédente, on vient d'évoquer que certaines innovations sont plus vite acceptées, par exemple dans un village burkinabé, qu'à l'hôpital de Marseille. J'ai une question, est-ce qu'on a une tendance d'approcher les innovations, disons les nouvelles inventions, les nouveaux produits en France ou dans les pays développés, comme une innovation pour conserver ce qui était avant, alors que dans les pays en développement ou les pays sous-développés, on approche ces nouvelles inventions comme une sorte de progrès pour aller vers une situation, pour trouver des nouvelles solutions et pour atteindre des meilleures conditions de vie. Merci. Merci aussi pour cette bonne question. En effet, le rapport à l'innovation, ou même au progrès, il est très culturel. Il dépend très fortement de son niveau de vie. Quand l'idée de progrès est une idée dans laquelle nos actions étaient enchâssées, l'acceptabilité des inventions, des nouveautés, allait de soi, en quelque sorte, parce que, justement, on pensait qu'on allait vers un meilleur grâce à ces innovations, même si elles pouvaient avoir, ici ou là, des effets négatifs. Et donc, cette idée agissait comme une sorte de principe. Or, aujourd'hui, notre appréciation des innovations, elle est structurée non plus par un principe transcendantal qui leur donnerait un sens a priori, mais par nos valeurs. Voilà, chacun a ses valeurs. Et ces valeurs ne sont pas universelles, elles sont moins universelles que les principes, puisque la valeur d'une valeur dépend des évaluateurs. Et donc à chaque fois qu'on discute, les gens mettent sur la table telle valeur économique, ou telle valeur environnementale, ou telle valeur liée à la santé, et ça ne converge jamais. Et c'est pour ça qu'en matière de technosciences, les décisions sont si difficiles à prendre. Einstein avait anticipé ça dans une conférence qu'il a donnée à Princeton en 1939, sur la responsabilité du scientifique. Il avait conclu en disant « Il n'existe pas de chemin qui aille de la connaissance de ce qui est, que la science nous donne, à la connaissance de ce qui doit être. » Voilà. La science vous dit comment faire des OGM, comment faire des centrales nucléaires, comment faire toutes sortes d'autres choses, mais elle ne vous dit pas si vous devez le faire. Si vous croyez au progrès, vous allez le faire pour voir. Mais si vous ne croyez pas au progrès, vous allez jouer du principe de précaution, qui, par certains aspects, est antinomique du principe d'innovation. C'est pour ça que tous les ingénieurs que je connais sont schizophrènes. D'accord ? On leur demande d'innover, c'est-à-dire de créer du nouveau potentiellement risqué, et en même temps d'être dans la précaution. Donc ces types on les repère de loin dans leur attitude corporelle. Bon. Ils sont... Voilà. Et donc... pour répondre un peu plus précisément à votre question, il se trouve que les hasards de la vie font que j'habite à d'Enfer-Rochereau à Paris. C'est-à-dire là où commencent les manifestations et où terminent les manifestations. Et donc je vais toujours, même les petites, hein, même celles dont la presse ne parle pas, 50 personnes, 20 personnes, et moi je vais toujours jeter un œil pour noter sur un calepin les slogans. Et les slogans sont tous conservateurs. C'est-à-dire que chacun d'entre nous est capable d'identifier, de nommer une chose dont il voudrait que ses enfants la connaissent comme lui ou elle l'a connue. Alors on n'est pas tous d'accord là-dessus. Pour certains, c'est l'enseignement du latin. Pour d'autres, c'est la façon d'acheter les billets de train. Pour d'autres, c'est la qualité d'un paysage, d'autres, etc. Mais chacun est capable de nommer une chose à propos de laquelle il aimerait qu'on n'innove pas. D'accord ?
Et d'ailleurs, dans beaucoup de manifestations massives de ces dernières années, on voyait apparaître la peur que certaines innovations technologiques entraînent de leur sillage d'autres innovations non technologiques, culturelles, sociales, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Par exemple, lors de la manif pour tous, des gens incriminaient les réseaux sociaux comme étant facteurs de libertinage sexuel. Bon. Et donc ça, c'est quand même un truc à interroger. Et essayez, par exemple, entre vous, de discuter du sens que vous donnez au dicton « on n'arrête pas le progrès ». Il me semble, mais il faudra que je demande à des jeunes gens de mon âge, qu'à mon époque, quand j'étais jeune, donc, on n'arrête pas le progrès, c'était un jugement moral. Ça voulait dire il ne serait pas moralement bon de critiquer le progrès, puisque le progrès nous apporte des bonnes choses, et donc on n'arrête pas le progrès, c'était un salut enthousiaste adressé au futur. Et moi j'ai demandé à mes étudiants, pour vous, que veut dire on n'arrête pas le progrès? Et le résultat de leur discussion a été que cette phrase a complètement changé de sens. Elle signifie pour eux désormais que ce dicton, en fait, est un jugement pratique. C'est-à-dire, on n'arrête pas le progrès, ça veut dire personne ne sait où se trouve la pédale de frein. Et donc, l'avancée technologique transcende le politique, et elle transcende même toute connaturalité avec nos désirs. Et donc l'enjeu, à mon avis, pour les jeunes générations, c'est d'en faire en sorte que nous envisagions le futur en tenant compte de ce que nous savons. En tenant compte de ce que nous savons, qui peut être, dans certains secteurs, douloureux. Changement climatique, j'en ai parlé, et d'autres exemples que vous avez en tête. Il faut tenir compte de ce que nous savons pour configurer l'avenir que nous voulons. Il y aura des moments critiques, c'est évident. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont impossibles, et il y a des choses dont on sait que si on les laisse aller, elles conduiront à des situations ingérables. Mais ça demande, disons, une certaine forme de courage, et c'est ce qu'on attend de tout le monde, non? Pour vous aider, j'ai une petite anagramme qui pourrait vous motiver. L'anagramme de l'idée de progrès, c'est le degré d'espoir. Bonjour. Je suis assez impressionnée par voilà, le discours sur le temps, parce que je pense que c'est vraiment une notion clé. Mais ma question est plus simple, c'est simplement comment est-ce que vous gérez cette problématique du temps? Parce que par exemple, dans l'intervention précédente, on nous a dit l'innovation est suscitée par la contrainte. Et je pense qu'ils ont raison sur plein de points de vue. Mais quand on pense à l'invention, l'invention n'est pas suscitée par la contrainte, même dans l'imaginaire collectif. La poussée d'Archimède, on dit que c'est dans son bain. La gravité, c'est une pomme qui est tombée pendant la sieste. On a besoin du temps. On est plus dans l'observation que dans l'action de la contrainte. De même, quand on parle des philosophes des Lumières, les philosophes étaient mathématiciens, pouvaient couvrir aussi plusieurs disciplines. Aujourd'hui, on a une telle spécialisation qu'un mathématicien n'a pas le temps juste de penser philosophie entre nous. Donc il y a une coopération qui est à faire et qui, elle aussi, prend du temps. Aujourd'hui, avec des innovations qui se multiplient, qui arrivent à un rythme qui est frénétique, comment est-ce qu'on se donne le temps de réfléchir à cette idée de progrès, sachant qu'en plus, voilà, si on doit prendre cette inspiration des Lumières, il me semble qu'il y a quelques années, le programme scolaire s'orientait plutôt vers la suppression des Lumières. Bon, donc c'est une question sur mon emploi du temps ou c'est... Non, moi je le gère très mal comme tout le monde. Mais il ne faut pas non plus se leurrer avec des mots. C'est-à-dire qu'on dit que le temps s'accélère, par exemple. Et évidemment, ça n'a aucun sens. Le temps n'accélère pas. Une seconde dure une seconde comme elle durait une seconde il y a 10 siècles. Dire que le temps s'accélère, c'est supposer déjà qu'il a une vitesse. Est-ce que le temps a une vitesse? Je vous rappelle qu'une vitesse, c'est une dérivée par rapport au temps. Donc ça veut dire que le rythme du temps change par rapport au rythme du temps. Bon. Donc il y a tout un vocabulaire comme ça qui nous laisse penser que le temps s'accélère. Le temps ne s'accélère pas, une année dure une année, comme d'habitude.
Et ce qui a changé, par contre, c'est que nous sommes soumis dans le temps présent à une superposition de présents multiples et potentiellement contradictoires. Autrement dit, ce qui est menacé, ce n'est pas notre emploi du temps, c'est notre attention. C'est notre attention qui est constamment perturbée. Nous ne sommes jamais ensemble, puisque chacun individualise son rapport au temps par la technologie dont il est porteur, etc. Maintenant, est-ce que ça nous autorise à dire que nous n'avons pas le temps, comme vous le dites? Je pense que la phrase « je n'ai pas le temps » est une phrase que votre arrière-grand-mère ne prononçait pas. D'ailleurs, ça a été démontré par un sondage réalisé en Belgique, et je pense que les résultats seraient les mêmes en France. Quand on dit « je n'ai pas le temps », en général, on ment. C'est-à-dire, c'est une phrase qu'on utilise pour assumer de façon assez lâche sa liberté. On vous demande de faire quelque chose, vous répondez « je n'ai pas le temps », ça veut dire « mon coco, j'ai tout à fait le temps de faire autre chose que ce que tu me demandes. » Et donc, l'alibi du divertissement, de l'agitation, des réseaux sociaux, comme étant ce qui nous détourne de ce qui doit mériter notre concentration, est un jugement que chacun doit rendre plus introspectif. Très bien, merci beaucoup.